Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode, Simon Jolin Barrette doit défendre la nomination d'un ami au poste de juge. Le Parti québécois réclame l'interdiction du téléphone cellulaire dans les classes du Québec. Un complotiste de la Montérégie qui se filme pendant 5 heures en appelant le 911 se fait finalement arrêter. Et l'ex-militaire ayant tué un sans-abri dans le métro de New York se livre à la police. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors aujourd'hui, Simon Jolin Barrette qui a dû, le ministre évidemment de la Justice du Québec, se défendre d'avoir fait une nomination à un poste de juge d'un ami. Ça a été révélé plus tôt ce matin par le journal Le Soleil. Il aurait recommandé la nomination, entre autres, de Charles-Olivier Gosselin, qui était un ami de longue date tellement qu'il a célébré son mariage. Donc, un ami d'école depuis l'école. Oui, un ami de longue date qui... pour mettre un peu de contexte autour de tout ça, Charles-Olivier Gosselin, c'est lui, l'avocat, qui a porté en Cour suprême le dossier d'Alexandre Bissonnette là, pour plaider que les peines consécutives pour les meurtres multiples étaient inconstitutionnelles et qui avait eu finalement gain de cause au plus haut tribunal du pays. Donc, c'est quelqu'un avec des compétences et bien évidentes. Ouais, puis qui a fait du droit de haut niveau. Oui. Par contre, après ça, de le nommer comme ça, comme juge, ben c'est là que ça vient faire scier un peu les oreilles à la fois des oppositions et des gens qui ont commencé à lui poser des questions aujourd'hui. Faut quand même comprendre comment ça fonctionne, la nomination d'un juge. Hein. C'est pas Simon Jolin Barrette, le ministre lui-même, qui pige un avocat au hasard et qui dit, lui, je veux le nommer juge. Absolument pas. Là. On a un comité indépendant qui, lui, fait une sélection. Habituellement, on parle parmi les gens, des avocats qui soumettent leur candidature. Oui, après ça, fournissent de manière confidentielle, après ça, le choix de ce comité-là, fournissent 3 recommandations au ministre, 3 ou plus ou moins. Habituellement, on parle de 3 recommandations. Et là, il doit choisir qui il va vouloir nommer comme juge et le soumettre au Conseil des ministres. Le problème, évidemment, c'est pas à savoir comment le nom de M. Gosselin s'est retrouvé parmi les 3 noms, mais plutôt comment était le processus où Simon Jolin Barrette a fini par le sélectionner, qui étaient les personnes contre qui il était en nomination, par exemple. Donc, il y a plusieurs questions qui ont été soulevées aujourd'hui, puis c'est pas la seule nomination non plus qui a fait scier des oreilles. Il y a un avocat de la Montérégie, Alexandre Germain, qui a été nommé juge par Simon Jolin Barrette à la Chambre de la jeunesse puis à la Chambre criminelle de la Cour du Québec à Sept-Îles. Le problème, c'est qu'il y avait déjà eu une première disons, séquence de nomination, une première fois. Et on n'avait pas choisi aucun des noms qui avait été recommandés. Donc, le comité de sélection avait retenu des noms, puis le ministre a dit, il n'y en a aucun de ceux-là que je nomme. Et avait demandé un 2e tour et avait fini par nommer cet avocat, Alexandre Germain, qui vient de la Montérégie, donc qui ne vient pas de la région de Sept-Îles, alors qu'habituellement, on veut nommer un pratiquant de droit qui habite là ou qui connaît très bien la région dans laquelle il se trouve. Par contre, ce matin, là-dessus, moi, j'avais cette impression-là, mais tu vois, même le critique libéral en matière de justice, Andrea Morin, disait qui a une longue carrière dans le droit, disait, non, et c'est pas la première fois qu'on voit ça, quelqu'un nommé un peu en dehors de son district judiciaire ou de sa région. Là, dans ce cas-ci, c'est plus qu'un peu en dehors, là, c'est de la Montérégie à la Côte-Nord. Oui, c'est loin, c'est 1000 km plus à l'est, mais bon. Oui, donc on a ces nominations aujourd'hui, mais qui ont fait beaucoup jaser. Simon Jolin Barrette lui-même qui s'est défendu, était entre autres avec nos collègues de TVA Nouvelles, où il a dit qu'il appuyait toujours cette nomination, que si c'était à refaire, il referait exactement la même chose. C'est sûr, c'est toujours des cas difficiles. Hein? Ouais. On se comprend, réglons 2-3 choses. D'abord, on se comprend que c'est pas un processus où il dit ça c'est mon chum, je le nomme juge, pas de même ça marche. Il faut que le type s'inscrive à un concours. Simon Jolin Barrette dit qu'à ce moment-là, il n'était même pas au courant de ce que le comité étudiait. On lui a soumis 3 candidatures. Généralement, c'est 3 candidatures. Mais là, c'est quand même à cette étape-là, lui qui a pris la décision. Alors lui se retrouve en position de prendre la décision de nommer juge un de ses amis. On sait pas combien proche, mais quand même, il a célébré son mariage. C'est pas si banal. Là. C'est quand même une certaine proximité, plus que juste l'avoir croisé à l'école. Oui, c'est pas juste un ami lointain ou une connaissance. On est vraiment dans l'amitié proche. Moi, je pense qu'à ce moment-là, il aurait dû déclarer son conflit d'intérêts.
officiellement le dire, l'inscrire quelque part. Déposer une déclaration, informer le reste du Conseil des ministres. Puis aller comme on dit, le mot qui me vient en québécois, c'est spader, là, se mettre des mesures de protection pour que si ça ressort, on puisse dire, oui, ça on le savait, c'était un de ses amis, voici comment il a procédé. Bon, là, lui, il dit, j'ai procédé à l'intérieur de la loi. C'est vrai. Oui, donc, il n'y a rien d'illégal. Absolument. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça soulève des questions? Puis même si tout est légal, t'as toujours la notion d'apparence de conflit d'intérêts ou d'apparence de favoritisme. Et ça, bien plate pour la CAQ, là, mais l'opposition, c'est un peu comme dans la chanson « L'arbre est dans ses feuilles, puis le trou est dans la branche ». Mais je veux dire, l'opposition, pendant des mois, va répéter, c'est ça, là, si t'es un ami de Fitzgibbon, t'obtiens des subventions, t'es un ami de Simon-Jolin-Barrette, tu deviens juge, puis il va se faire marteler ça. Et d'où donc, à mon avis, ce qui était quand même une imprudence dans la façon de faire. Toujours à Québec, le Parti québécois aujourd'hui réclame une directive provinciale pour interdire le cellulaire en classe. Tout ça fait suite au résultat d'une enquête qui a été rendue publique aujourd'hui qui démontre que 92% des enseignants qui sont interrogés sont d'accord d'interdire le téléphone cellulaire en classe, sauf pendant les activités pédagogiques. Un appui massif, c'est comme ça que le nomme le Parti québécois, qui justifierait donc d'avoir une directive provinciale. Parce que là, il y a des élèves dans des classes qui, eux, bien évidemment, veulent le garder absolument. Il y a des parents qui, eux, veulent laisser un téléphone cellulaire à leurs enfants au cas où il arrive quelque chose pour qu'ils puissent les rejoindre. Il y a des règles qui sont pas claires partout et donc on voudrait, du côté du Parti québécois, rendre ça complètement uniforme pour venir aider le travail des enseignants. Le député péquiste Pascal Bérubé, entre autres, là, avait questionné le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, lors de l'étude des crédits en éducation la semaine passée à l'Assemblée nationale. Il dit qu'il y a plusieurs enseignants qui lui ont écrit par rapport à tout ça par la suite et donc que ce serait une directive qui viendrait faciliter un certain travail. On reste ouvert du côté de Bernard Drainville qui a dit qu'il est ouvert à réfléchir cette interdiction de téléphone cellulaire, mais c'est certain que si on commence à réfléchir, disons, plus sérieusement, mais il va y avoir quand même tout un débat autour de ça. Là. Mais il y a un petit peu de... Je sais pas là, ce que veut dire le député Pascal Bérubé exactement, mais il y a un petit peu de simplification. D'abord, si la plupart des parents, surtout au secondaire, fournissent un cellulaire aux jeunes, c'était le cas chez nous, avec un petit forfait pour des fins de sécurité. Oui. Puis dans certains cas, c'est pour dire, là, je vais aller te chercher, ou après l'école, tu travailles après l'école, je vais aller te chercher, ou je veux savoir où est-ce que t'es, ou je vais être capable de te rejoindre, je veux savoir à quelle heure tu reviens à la maison, etc., etc. Et là, est-ce qu'on veut dire ces parents-là veulent que leurs jeunes partent pour l'école, veulent pas que leurs jeunes jouent sur son sel pendant le cours de maths. On se comprend. Mais ces parents-là veulent que leurs jeunes partent pour l'école avec le sel. Donc si on l'interdit carrément à l'intérieur des murs de l'école, on le met où pendant la journée de classe? Là? Ouais, là, ça... Je sais que dans plusieurs écoles, on dit... Dans plusieurs écoles, présentement, il y a le règlement, ça reste dans le casier. Oui. Puis tu peux le regarder quand tu es autour de ton casier, mais quand tu refermes ton casier pour retourner en classe, faut que même ailleurs, là, dans bibliothèque, cafétéria, t'es pas censé avoir ton téléphone cellulaire. Ça pourrait être ça une modalité, par exemple. Bon, mais c'est pour ça que quand tu y penses, ça a l'air beau de dire ça. Oui, une règle uniforme pour tout le monde. Mais je suis pas sûr que, tu sais, dans le fond, la gestion au cas par cas, école par école... puis les gens gèrent pas tout ça de la même manière. C'est-tu si grave que ça? Puis je comprends la volonté des enseignants. Ça serait tellement plus simple, il n'y en a pas à nulle part. Mais tu sais, il y a bien des affaires qui seraient plus simples, mais plus simples. Tu vas avoir d'autres types de plaintes, puis tu vas avoir des parents furieux. Tu sais, la technologie du cellulaire existe, là. Oui, puis elle est là pour rester. Puis elle est là pour rester. Fait que même si ça déplaît à des gens, on vit dans la société de 2023, on vit avec un cellulaire. Tout le monde vit avec un cellulaire. Les ados vivent avec un cellulaire. Ils veulent un cellulaire. Fait que il y a un côté dans le sondage puis dans la position du PQ, il y a un côté simpliste. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. C'est aujourd'hui que se terminait l'enquête publique du coroner sur la mort des deux jeunes Nora et Romy Carpentier, mortes assassinées par leur père dans une enquête, Mario, qui a été extrêmement longue, très, très volumineuse. On parle de près de 50 témoins qui ont été entendus, 18 journées d'audience, 8 parties intéressées, 880 pièces de preuves qui ont été produites au travers de tout ça. C'est donc une grosse tâche que va avoir le coroner Luc Malouin, qui est censé rendre son rapport, là, qui va être extrêmement attendu d'ici l'automne.
En attendant, aujourd'hui, on fermait tout ça. Là, c'était la conclusion de l'enquête publique. Et en marge de cette conclusion, on avait un témoignage d'Amélie Lemieux, la mère des 2 petites, qui n'est pas allée de main morte là, avec tous les problèmes qu'elle a entendus autour de cette enquête-là. Mais elle a tout suivi. Tout le temps. Tout. Elle a tout suivi. Elle a été là chaque jour. Elle avait parlé au début, mais là, elle reparle à la fin après avoir tout écouté, tout entendu. Moi, écoute, je considère que ça a été une enquête publique très utile, là. Oui, on a réglé toutes sortes de dossiers. Là. On s'est questionné collectivement sur le comment qu'est-ce qu'on fait, là, le comment de la recherche des enfants, des premières heures quand un enfant disparaît. Puis c'est pas d'hier. On entend ça là, depuis des années qu'au Québec, c'est pas pour blâmer la Sûreté du Québec, je pense que les gens qui y travaillent sont de bonne foi, mais qu'on n'a pas toutes les escouades, qu'on n'a pas pigé. Les dilemmes en cette matière-là, on se dit, ouais, mais si on forme une escouade spécialisée, puis qu'on forme plus les autres corps de police en matière de recherche, mais la journée qu'un enfant disparaît à Sept-Îles, ou à Percé, bien là, ça va te prendre 12 heures à réunir les gens de l'escouade dans un lieu commun, les mettre dans des mêmes véhicules, leur faire la route. Fait que la police a toujours dit, il faut que toutes les troupes, tout le monde ait un peu de formation. Tu peux pas te contenter juste d'une escouade spécialisée. Fait qu'il y a des questionnements qu'on a depuis longtemps. Mais le cas de Nora et Romy a quand même laissé une drôle d'impression, là. Puis sur le caractère précieux des premières heures que t'as pas le droit de gaspiller parce que c'est là que tout se joue. Oui, puis c'est ce qu'elle a soulevé, entre autres. Là. Soulevé la longue liste là, de choses, qui ont été changées depuis ce temps-là, là, des structures qui ont été changées, améliorées, créées suite au décès de ses filles. Elle a déploré, entre autres, que ses filles n'aient pas eu cette chance-là, justement, qualifier sa confiance envers le système là, de nul maintenant à la suite des constats. Mais elle a quand même aussi ramené à l'avant-plan là, qu'au début de l'enquête, le fait qu'il y a plein de témoins là, tout le long qui ont ramené le fait qu'elle aurait dit Martin aimait ses enfants, en parlant évidemment du père des 2 filles qui les a assassinés. Puis il a dit, on a ramené ce point-là tout le long, mais à ce moment-là, 2 enfants qui sont impliqués dans un accident d'auto peu avant 21h, qui sont possiblement blessés, qui sont introuvables. Est-ce que c'est normal? Selon elle, l'urgence était arrivée dans les premières minutes, puis on aurait dû le traiter de cette manière-là. Et donc, on a eu beaucoup de problèmes soulevés, là, de communication, du travail en silo, du manque d'effectifs, du dédoublement de travail des enquêteurs, des mauvaises décisions qui étaient en opposition aux lignes directrices qui étaient données, pas assez de formation pour les agents. Bref, autour des 50 témoignages entendus. Mais on a appris toutes sortes de choses, puis en espérant, évidemment, que ça va permettre, Mario, qu'il ne se reproduise plus là, des situations comme celle-là. Donc, une enquête du coroner, là, on va attendre le rapport qui va être déposé. Parce que là, il reste ça, le coroner est à l'étape de la rédaction de son rapport. Absolument, mais il a dit une chose qu'il est essentielle. Il a dit, peu importe là, les critiques que je vais pouvoir faire sur le système, je vais pas en faire une seule sur le dévouement puis l'implication des gens qui étaient au dossier. Jamais je ne vais mettre en doute la volonté et la bonne foi des gens qui ont travaillé là-dessus. Donc, c'est vraiment des problèmes là, au niveau de l'organisation, de la formation, des procédures, bien sûr. Mais personne ne doute là, de l'implication des policiers pour retrouver les 2 jeunes filles. En Montérégie, Mario, il est arrivé quelque chose mardi soir. Drôle de vidéo d'un homme que moi, je vois souvent sur les réseaux sociaux. Sûrement que tu n'es pas abonné à ce qu'il publie, Mario, mais moi, je le suis. Jonathan Blanchette, complotiste notoire, qui est souvent pris en photo dans toutes sortes de manifestations, entre autres avec François Amalega-Bitondo, le militant anti-vaccin, qui a près de 98 000 $ d'amende en ce moment contre les mesures sanitaires, qui a défilé dans à peu près tous les endroits. Mais mardi soir, s'est mis à se filmer sur Facebook en direct, là, ce qu'on appelle un Facebook Live, pendant qu'il appelait sans cesse, 5 heures de temps, les employés du 911. Il appelait là, constamment les répartiteurs en leur faisant entendre toutes sortes d'obscénités. Je ne vais pas t'en faire écouter trop, Mario, parce que c'est pas très poli ce qui se dit, mais voici à quoi ça ressemble. On le fera pas écouter dans ce cas-ci parce que c'est vrai que c'est vraiment pas élogieux ce qu'il y a dans ce dossier-là. Mais vraiment, Jonathan Blanchette qui hurlait aux répartiteurs du 911 tellement que, mais finalement, au bout de 50 appels comme ça à l'urgence, mais les policiers sont venus le cueillir, Mario. Mais c'est logique. Ce qu'il faisait, là, c'est dans une logique. Là. Parce que c'est probablement quelqu'un qui disait que les mesures sanitaires pendant la pandémie, c'est complètement illogique. Oui. Mais appeler en rafale au 911, ça, c'est bien fondé. Oui, mais il sortait des propos. Regarde, Mario, faut l'entendre pour le comprendre. Là, voici. Comment tu sais que c'est Jonathan? Puis j'ai jamais tombé ton nom, ma caliste de bâtarde. Fait que comment je peux te menacer directement si je sais pas ton nom?
puis ton nom de famille, puis ton adresse, ma crise de conne. Roule-toi à paye, ma petite fucker. Donc, vraiment pas des beaux termes, hein, vraiment peu élogieux ce qu'il y avait à dire, surtout. Très, très bien. Puis on peut entendre au Intéressant. travers de tout ça, ben la répartitrice qui est extrêmement calme, qui lui parle, une agent de la SQ également, parce qu'il se prétend avoir été victime de voies de fait de la part des policiers dans ces longues conversations qui sont souvent complètement floues, décousues, en disant... Je pense qu'on vient d'entendre le ton quand même. Il faut quand même être poli pour rester à l'écoute. Puis, Exactement. Puis on lui réfère qu'il faut qu'il se plaigne en déontologie s'il y a besoin de ça, qu'il faut pas appeler le 911 pour ce genre de choses-là. Puis tout le long, ben, en plus, l'homme de 36 ans, on le voit consommer de l'alcool, beaucoup d'alcool même, pendant ces 5 heures de beaux discours. Il finit même par se couper la main avec du verre, il saigne, il se met à parler des Vikings. J'en ai écouté un petit bout, là, il se met à parler des Vikings, du sang et des païens. Donc vraiment, extrêmement décousu. Mais là, finalement, les policiers sont arrivés vers 18h30 à son domicile. Il a été reçu comme si c'était une chicane de voisins, si on veut. Puis finalement, mais les policiers ont voulu intervenir, puis ils ont fini par l'arrêter complètement. Puis là, ben, il est Non, mais c'est un méfait. Appeler au 911 pour le fun, c'est un méfait, c'est non? cela. Méfait, entrave au travail d'un agent de la paix suite à ses frasques. Donc, il a fini par être libéré, puis attend sa comparution en ce moment. Mais c'est peut-être une petite leçon pour les gens là, qui veulent appeler le 911. Faites-le avec des motifs, puis surtout, insulter les gens comme ça, c'est pas très poli. Tu parles d'une connerie. Tout savoir en 24 minutes. Le DPJ du CIUS de la capitale nationale avait débuté une enquête, un examen médical autour de cette histoire de la fillette de 2 ans qui avait été signalée par des éducatrices concernant une possible excision, Mario. On se souviendra de cette histoire en octobre dernier. Il avait signalé à la DPJ qu'on pensait que peut-être la petite fille aurait été victime d'excision, donc on a coupé son clitoris et on aurait dit du côté de la DPJ que c'était un sujet trop délicat. Ça avait été rapporté là, finalement par le quotidien La Tribune. Et là, on a mené une évaluation complète et semble-t-il, sur la DPJ, que la petite fille qui était présumément victime de cette excision, il n'y en a aucun. Il n'y a pas d'excision dans ce dossier-ci. On a un développement physique tout à fait normal. On dit même que son développement psychomoteur est au-delà des attentes pour son âge. Donc, fausse alerte dans ce dossier-là. C'est un peu la manière dont on pourrait décrire toute cette histoire. DPJ... En même temps, la réaction de la DPJ à ce qu'on pensait être... Mettons que l'éducatrice s'est trompée. Physiologiquement, la réaction de la DPJ, elle semble vraiment étrange. Exact, c'est ça. Dans tout ça, la réaction de la DPJ reste étrange. C'est difficile de comprendre comment on a pu penser qu'il y avait eu excision dans le dossier. Mais là aussi, on dit du côté de la DPJ que c'est les parents de l'enfant en ce moment qui ont collaboré beaucoup avec la démarche d'investigation et qui ont leur offert un soutien en ce moment, Mario, parce qu'ils se sentent bien évidemment là, traumatisés, blessés au travers de tout ça, d'avoir vu, si on veut, ces allégations-là autour de leur enfant. Cas extrêmement étrange, hein, au final. Là, on est heureux que ce soit une fausse alerte, là, mais en même temps, quelle bizarre d'histoire. Oui, dont on apprend, une fois que tout le monde l'a commenté, parce que la DPJ, au premier abord, semblait penser que c'était bel et bien vrai, là, elle se défendait, mais je reste sur mon... Tant mieux si la fillette a rien, mais je reste avec un questionnement sur est-ce que... si ça arrivait, est-ce que la DPJ, sa réaction de dire « c'est le genre d'affaires qu'on veut pas toucher », ça me paraît être ça néanmoins que serait ou qu'aurait été la réaction de la DPJ. Guy Cloutier va devoir payer 15 000 $ en dommages et intérêts à une femme qui affirmait avoir été agressée par l'ex-impresario pour une histoire qui remonte à 1977, mais condamnée, Mario, pas à la cour criminelle, pas au civil, aux petites créances. Oui, D'où le 15 000. D'où le 15 000, parce que c'est le maximum qu'on peut réclamer et c'est le maximum qu'elle a obtenu. C'est ce qu'a tranché le juge Yves Hamel à la Cour des petites créances en vertu de la version de Mme Michèle Charon, 65 ans, qui, elle, en septembre 2020, avait déposé ce recours à la Cour des petites créances pour tenter d'obtenir justice auprès de Guy Cloutier pour une agression sexuelle qui serait survenue dans une chambre d'hôtel de Montréal en 1977. Et donc, on a préféré sa version du côté du juge à celle de Guy Cloutier, à 83 ans, qui s'est jamais présenté finalement au procès. Il s'est contenté d'envoyer une déclaration sous serment pour sa défense. Et donc, on a décidé plutôt de croire, d'accorder la crédibilité à Mme Michèle Charon, qui avait une version détaillée et constante selon le juge. Donc, un cas aux petites créances fortement inhabituel. En tout cas, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais pour nous autres, dans ce qu'on observe, un
cas unique. Cas en même temps, est-ce que ça va donner des idées à d'autres? Parce que pour avoir parlé à cette dame-là, elle disait, moi, là, j'ai pas les moyens, des gros avocats, etc. C'est le moyen. C'est le moyen que j'ai, le plus simple pour comme... être entendu, parce que je pense qu'il y a une partie... C'est une démarche réparatrice. Ouais, c'est ça, exactement. Une libération personnelle, une démarche réparatrice, être entendu raconter mon histoire, puis gagner devant le tribunal. Puis bon, je pose le 15 000 $, ce qu'elle me racontait, là, on lui a parlé en ondes, pas l'air d'être riche, là, donc je pense qu'elle va le prendre. Mais... Ouais, vraiment c'est spécial, là. Vraiment un cas unique, comme tu le dis. Peut-être que ça va en inspirer d'autres. d'autres. C'est même pas défendu, là. Oui, c'est même pas présenté. Donc, vraiment, drôle de cas. Tant mieux pour cette dame, là, donc, qui a victoire en cours. Comme tu le dis, parfois, Mario, c'est vraiment la symbolique derrière tout ça, là, d'obtenir justice, peu importe le montant qui se trouve derrière. Économie. On apprenait hier à pareille heure qu'Elon Musk avait nommé une nouvelle directrice générale de Twitter, une femme, mais n'avait pas révélé son identité, qui est finalement, on l'apprend aujourd'hui, Linda Yaccarino, qui était la responsable de la publicité au sein du groupe NBC Universal, qui devient donc... Mais ça, c'est quand même... c'est une femme qui a un historique, mais c'est quand même un clin d'œil qu'il recrute sa PDG dans les médias traditionnels. Oui, c'est quelque chose quand même. Surtout que Linda Yaccarino elle-même a interviewé M. Musk il y a quelques semaines dans une conférence sur le marketing à Miami. Elle avait posé des questions sur l'acquisition de Twitter. Elon Musk avait répondu que ça se passait bien puis que parfois c'était un désastre. Il avait répondu de manière extrêmement honnête autour de tout ça. Mais finalement, elle va devenir la nouvelle patronne de Twitter, même si au final, Elon Musk garde le contrôle quand même de l'entreprise, là. Il dit vouloir se concentrer sur le design produit et les nouvelles technologies. Là. Son titre complet, ça va être président exécutif du conseil d'administration et directeur de la technologie, tandis que Mme Yaccarino, elle, va s'occuper vraiment là, des affaires. Elle a tout un CV là, quand même, le carrière de 30 ans dans la publicité télévisée, mais surtout, elle a un carnet d'adresses bien rempli, Mario. Puis ça pourrait être l'un des motifs pour la nommer à cet endroit-là, parce qu'en ce moment, c'est les publicitaires au sein de Twitter qui sont vraiment là, absents et qui causent toutes sortes de problèmes financiers au réseau social donc, lui-même. Un de ses mandats, elle pourrait être de relancer la recherche de groupes pré-associés à Twitter dans des grandes campagnes de publicité. Oui, voilà. Donc, ça pourrait être les nouveaux recours là, qu'aurait Mme Yaccarino pour tenter de maintenir Twitter à flot. Parce que plus tôt dans l'émission, Francis à l'économie nous disait que ça m'avait échappé, M. Musk avait écrit aux employés de Twitter il y a quelques semaines pour leur dire, pour leur parler des problèmes puis de ce qu'il fallait faire, comme t'écris à tes employés, mais leur disait que la compagnie avait perdu plus de la moitié de sa valeur depuis l'achat. Donc, il l'a payé 44 milliards, puis là, ça vaudrait aux alentours de 20. Oui, c'est drastique quand même. C'est toute une perte. Oui, absolument. Donc ça prend des revenus là, pour redonner de la valeur à la compagnie. Absolument. Donc, on verra si elle pourra redresser le navire. Chose certaine, Mario, elle risque pas de s'ennuyer avec M. Musk comme ça, avec elle qui travaille sur l'entreprise. C'est sûr qu'elle va vivre quelque chose, on peut le dire comme ça. Le Monde. L'ex-soldat américain de 24 ans, Daniel Penny, s'est livré vendredi à la police de New York et va être accusé d'homicide involontaire. Daniel Penny, c'est cet homme qui est devenu, dans une vidéo virale, là, connu un peu partout dans le monde pour avoir étranglé un homme, Jordan Neely, 30 ans, sans abri, très très connu dans le métro de New York, là, qui est un imitateur, entre autres, de Michael Jackson, qu'on voyait un peu partout. Mais dans une vidéo, comme je l'ai dit, qui est devenue complètement virale le 1er mai dernier, il le tient là, fortement au niveau du cou, après, semble-t-il, que Jordan Neely soit entré dans le wagon avec un comportement erratique. Il faut comprendre. Qui était de façon insistante. Oui, comme ça peut souvent arriver lorsqu'on voit des sans-abri qui ont des problèmes, souvent le trouble psychiatrique et autres. Et c'était le cas de M. Neely. Semble-t-il, c'était pas la première fois qu'il agissait comme ça. Mais pourtant, Daniel Penny, lui, s'est senti menacé, ou du moins a trouvé nécessaire de maîtriser l'homme et de lui mettre une compression si forte au niveau du cou qu'il a fini par en décéder. Et depuis la diffusion de la vidéo du drame, il y a eu des manifestations partout dans le métro de New York. Les gens qui connaissaient bien M. Neely du paysage new-yorkais, qui ont voulu
évidemment pas vengé, mais trouvé coupable autour de son meurtre. Et donc, homicide involontaire, quand même, tout un chef d'accusation qui tombe sur l'ex-soldat de 24 ans. Donc, ce sera à suivre, le cas qui risque d'être très, très médiatisé. Là, mais quand il dit qu'il s'est livré à la police, c'est qu'il a été mis en état d'arrestation. Là, on l'a... Absolument. On a finalement, le jeudi soir, au parquet de l'État de New York, annoncé qu'on voulait l'arrêter. Il a fini par se présenter avec ses avocats sinon, au poste de police. On serait allé le chercher. Là. Exactement. Sinon, il y aurait eu un mandat d'arrêt d'émis contre cet homme. Et donc, un procès, on peut parier, Mario, qui va être extrêmement suivi là, dans les semaines et les mois à venir aux États-Unis. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie. Tout savoir en 24 minutes.